Il existe une question que tu ne pourras jamais prouver fausse. Une seule. Regarde la lumière qui tombe sur tes mains, écoute le bruit de fond de la nuit autour de toi, ressens le poids de ton propre corps contre ce qui le porte. Tout cela te paraît évident, solide, réel sans le moindre doute. Et pourtant, il n'existe à ce jour aucune expérience, aucune mesure, aucun argument définitif qui te garantisse que ce monde n'est pas un calcul. Que tu n'es pas, en cet instant précis, une suite de nombres qui se croient vivants. Cette nuit, je vais te conduire jusqu'au bout de cette idée vertigineuse, et je te promets une chose, tu ne ressortiras pas tout à fait le même. Ne te méprends pas sur ce que je te propose. Je ne vais pas te dire que nous vivons dans une simulation. Personne, à l'heure où je te parle, ne peut l'affirmer, et quiconque te le jure te ment ou se trompe. Ce que je vais faire, c'est te montrer pourquoi cette question, qui ressemble d'abord à une fantaisie de cinéma, a fini par être prise au sérieux par des philosophes et même par des physiciens. Je vais te montrer où s'arrête la science et où commence la spéculation, car la frontière entre les deux est ici, le cœur de toute l'affaire. Avant la fin de cette histoire, tu sauras exactement ce que cet argument prouve, ce qu'il ne prouve pas, et pourquoi il refuse avec entêtement de se laisser démolir. Reste avec moi. Le voyage en vaut la peine. Commençons par le commencement, par l'idée la plus simple, celle que tout le monde croit comprendre et que presque personne ne formule comme il faut. L'hypothèse de la simulation, dans sa forme populaire, dit ceci. Et si l'univers entier, avec ses galaxies, ses atomes, ses océans et ses cerveaux, n'était que le contenu d'un gigantesque programme tournant sur un ordinateur, quelque part, dans une réalité plus vaste que la nôtre? Et si ce que tu prends pour la matière n'était que de l'information, des règles de calcul appliquées sans relâche, instant après instant, pour faire surgir devant toi l'illusion parfaite d'un monde? Tu connais sans doute cette idée par les films, par ces récits où un héros découvre que sa ville, son métier, ses souvenirs, tout cela n'était qu'un décor projeté dans son esprit. C'est une histoire séduisante, et c'est aussi un piège, car elle te fait croire que la question est une affaire de divertissement, une rêverie sans poids. Or la version sérieuse de cette idée n'a rien d'un scénario de cinéma. Elle ne s'intéresse pas à savoir si une machine pourrait te tenir prisonnier. Elle pose une question bien plus froide, bien plus rigoureuse. Compte tenu de ce que nous savons du calcul, de l'esprit et de l'univers, quelle est la probabilité que des êtres comme toi se trouvent dans une réalité de base plutôt que dans une réalité simulée? Et c'est là, dans le passage de la rêverie au calcul de probabilité, que l'affaire devient sérieuse. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter bien avant les ordinateurs, bien avant le cinéma, jusqu'à une intuition très ancienne. L'idée que le monde des apparences pourrait n'être qu'une illusion ne date pas d'hier. Des siècles avant nous, un philosophe a imaginé un homme enchaîné au fond d'une caverne, contraint de regarder des ombres projetées sur une paroi, et prenant ces ombres pour la seule réalité qui soit. Cet homme ne sait pas qu'un feu brûle derrière lui, qu'il existe un dehors, un soleil, un monde réel. Il vit dans un théâtre d'ombre et le tient pour le réel. Cette parabole de la caverne, vieille de plus de 2000 ans, pose déjà la question que nous nous posons cette nuit. Et si tout ce que je perçois n'était que le reflet d'autre chose, une projection, et non la chose elle-même? Des siècles plus tard, un autre penseur poussa le doute jusqu'à son extrémité. Assis seul, décidé à ne plus rien tenir pour vrai qui pût être mis en question, il imagina qu'un esprit puissant et trompeur s'employait à le berner sur tout, à lui faire croire à l'existence d'un ciel, d'une terre, d'un corps, alors que rien de tout cela n'existait. Que resterait-il, dans ce naufrage du doute, si même mes sens, même mon corps, même le monde pouvaient être une tromperie? Il restait, conclut-il, une seule certitude. Le fait même de douter prouvait qu'il pensait, et le fait de penser prouvait qu'il existait, d'une manière ou d'une autre, en tant qu'esprit. Ce génie trompeur imaginé jadis n'est rien d'autre, au fond, que l'ancêtre lointain de notre ordinateur cosmique. La forme a changé, le démon est devenu une machine, mais la blessure qu'il ouvre dans nos certitudes est tout à fait la même. Et cette inquiétude n'a pas seulement hanté l'Occident. Bien loin de là, dans la pensée chinoise ancienne, un sage raconta s'être endormi et avoir rêvé qu'il était un papillon, voltigeant de fleur en fleur, ignorant tout de l'homme qu'il était à l'éveil. Puis il se réveilla, et il était de nouveau lui-même. Mais alors une question le saisit, qui ne le quitta plus. Était-il un homme qui venait de rêver qu'il était un papillon,
ou bien papillon en train de rêver qu'il était un homme. Rien, dans son expérience, ne lui permettait de trancher. Le rêve, tant qu'il dure, se donne pour le réel, et l'on n'en perçoit la nature de rêve qu'après en être sorti. Hors de la grande illusion, si illusion il y a, nous ne sommes peut-être jamais sortis. Voilà la pensée qui traverse les âges et les continents, comme si l'esprit humain, partout, butait sur la même fissure. Bien plus tard, un philosophe du XXe siècle a donné à ce vieux doute une image saisissante, devenue célèbre. Imagine, disait-il, un cerveau retiré d'un corps et maintenu en vie dans une cuve de liquide nourricier, relié par des fils à une machine qui lui enverrait des signaux électriques en tout point pareils à ceux qu'un corps véritable lui transmettrait. Ce cerveau dans sa cuve croirait marcher, parler, toucher, aimer, sans rien soupçonner. Pour lui, le monde serait là, complet, palpable, et pourtant ce ne serait qu'un flot d'impulsions orchestrées avec soin. La cuve a remplacé le démon trompeur, comme l'ordinateur remplacera la cuve. À chaque siècle, le doute revêt l'habit de la technologie du moment. Mais sous l'habit, c'est toujours la même nudité, la même question sans fond. Comment savoir, du dedans, ce qui me relie vraiment au monde? Ce qui est remarquable, c'est que ce philosophe ne se contentait pas de poser l'énigme pour effrayer. Il cherchait à montrer qu'il y avait, peut-être, dans la formulation même du problème, une faille subtile, une raison pour laquelle l'hypothèse pourrait se contredire elle-même. Nous reviendrons sur cette piste, car elle est précieuse, et elle annonce déjà la manière dont nous finirons par désamorcer le vertige. Pour l'instant, retiens seulement ceci. Le doute sur le réel est l'une des plus anciennes hantises de l'esprit, et chaque époque l'a reformulée avec ses propres outils. La nôtre l'a reformulée avec l'ordinateur. Cela ne le rend ni plus vrai ni plus faux. Cela le rend, simplement, plus actuel, et plus difficile à esquiver. Garde cette idée avec soin, car elle est la première grande boucle de notre voyage, et nous ne la refermerons qu'à la toute fin. Voici la question qui va nous tenir éveillés. S'il est impossible, par principe, de distinguer de l'intérieur un monde réel d'un monde simulé sans le moindre défaut, alors sur quoi peux-tu encore t'appuyer pour affirmer que ce que tu vis est vrai? Tiens cette question. Elle va revenir, transformer, à chaque étape. Faisons maintenant un bond gigantesque dans le temps, et arrivons à l'année où cette vieille intuition s'est métamorphosée en argument rigoureux. C'est un philosophe nommé Nick Bostrom, à l'université d'Oxford, qui en a donné la forme qui fait débat aujourd'hui. Au début des années 2000, dans un article au titre limpide, il a proposé quelque chose de bien plus retors qu'une simple affirmation. Il n'a pas dit « nous vivons dans une simulation ». Ce serait une erreur grave de lui prêter ces mots. Ce qu'il a construit est tout autre chose, et c'est justement ce qui rend son raisonnement si difficile à écarter d'un revers de main. Écoute bien, car ici chaque mot compte. Bostrom n'avance pas une certitude, il avance un trilemme, c'est-à-dire un piège logique à 3 sorties dont, dit-il, au moins une doit être vraie. Imagine 3 portes. Derrière la première, presque aucune civilisation ne parvient jamais au stade où elle pourrait simuler des esprits conscients, parce qu'elle s'effondre ou disparaît avant. Derrière la deuxième, des civilisations atteignent bien ce stade, mais aucune, ou presque aucune, ne choisit jamais de lancer de telles simulations d'ancêtres. Derrière la troisième, si l'on rejette les 2 premières portes, alors il faut accepter que nous vivons, selon toute vraisemblance, à l'intérieur d'une simulation. L'argument de Bostrom ne dit pas laquelle de ces 3 portes est la bonne. Il dit seulement, par la seule force de la logique, qu'on ne peut pas les refuser toutes les 3 en même temps. Tu ressens, peut-être, le sol se dérober un peu sous toi. C'est normal. Reprenons en douceur, car c'est l'étape la plus importante de toute cette nuit, et je ne veux pas que tu la manques. Le raisonnement repose sur une chaîne d'hypothèses qu'il faut examiner une à une. Première hypothèse. Une civilisation assez avancée, dans un avenir lointain, disposerait d'une puissance de calcul colossale, sans commune mesure avec nos machines actuelles. Deuxième hypothèse. Il serait possible, avec cette puissance, de simuler non seulement des paysages ou des planètes, mais des esprits, des consciences capables de penser et de ressentir, comme la tienne en ce moment. Troisième hypothèse. Une telle civilisation, par curiosité, par jeu, par soif de comprendre son propre passé, lancerait un grand nombre de ces simulations.
Et c'est ici que le piège se referme avec une élégance presque cruelle. Car si une seule civilisation, quelque part, lançait non pas une, mais des milliers, des millions de simulations peuplées d'esprits conscients, alors le nombre d'esprits simulés dépasserait de très loin le nombre d'esprits réels, ceux de la civilisation d'origine. Les esprits simulés seraient écrasants en nombre. Et dans ce cas, un esprit tiré au hasard dans tout cet ensemble, un esprit comme le tien, aurait bien plus de chances d'être l'un des innombrables esprits simulés que l'un des rares esprits réels. Voilà le tour de force. Ce n'est pas une preuve que tu es simulé. C'est un calcul de proportion qui dit: si toutes les hypothèses tiennent, alors être réel devient, au regard des nombres, improbable. Pour bien saisir ce tour de force, prends une image simple. Imagine une immense salle remplie de gens, dont la quasi-totalité porte un masque, et une infime poignée seulement montre son vrai visage. On te bande les yeux, on te place au hasard dans la salle, puis on te demande: selon toi, portes-tu un masque? La logique te souffle de répondre oui, car les porteurs de masques sont écrasants en nombre, et tu n'as aucune raison de te croire l'un des rares privilégiés à visage découvert. C'est exactement le raisonnement de Bostrom appliqué aux esprits. Si les esprits simulés sont des milliards de fois plus nombreux que les réels, alors, ne sachant rien de plus sur toi, tu devrais parier que tu es simulé. Mais remarque la clause cachée, celle qui change tout: il faut d'abord qu'il existe vraiment une salle pleine de masques. Si personne, jamais, n'a fabriqué de masque, alors tu montres ton vrai visage, sans le moindre doute. Toute la force de l'argument repose sur cette supposition de départ, qui n'est, justement, pas établie. Mais ne te laisse pas emporter trop vite, car c'est tout juste le moment où tout le monde se trompe. Cet argument n'a de force que si les trois hypothèses sont vraies, et chacune d'elles est, à ce jour, une supposition, non un fait établi. C'est là toute la subtilité du trilemme. Il ne t'oblige pas à conclure que tu es simulé. Il t'oblige seulement à choisir parmi trois possibilités inconfortables. Peut-être les civilisations ne survivent-elles jamais assez longtemps. Peut-être, devenues sages ou indifférentes, ne lancent-elles jamais de telles simulations. Ou peut-être, en effet, sommes-nous dedans. L'argument est honnête, il te place devant un carrefour, et il refuse de choisir à ta place. C'est ce refus, justement, qui le rend si solide et si dérangeant. Il y a, dans ce raisonnement, une conséquence vertigineuse que peu de gens entrevoient, et que je veux confier maintenant, car elle ajoute un étage au vertige. Suppose, un instant, que la troisième porte soit la bonne, et que nous vivions dans une simulation. Qui l'a lancée? Une civilisation, dans une réalité que nous appellerons de base. Mais qu'est-ce qui nous dit que cette civilisation, elle-même, n'est pas simulée à son tour, par une autre, plus haute encore? Rien ne l'interdit. Et cette autre, par une troisième, et ainsi de suite, étage après étage, comme des poupées gigognes emboîtées les unes dans les autres, sans qu'on sache jamais où se trouve le sol véritable, la réalité première qui ne serait simulée par personne. Peut-être y a-t-il un fond. Peut-être n'y en a-t-il pas. Tu mesures à quel point l'esprit, une fois engagé sur cette pente, peine à retrouver un point d'appui. Et qui voudrait, au fond, lancer de telles simulations? L'argument suppose des civilisations qui simuleraient leur propre passé, pour le comprendre, comme on rejoue une partie pour saisir où l'on a fauté. Ce seraient, dit-on, des simulations d'ancêtres, des reconstitutions d'époques révolues, peuplées d'esprits qui se croiraient à leur place dans le temps, sans deviner qu'ils ne sont que des souvenirs recalculés par leurs lointains descendants. Si c'était vrai, alors toi, cette nuit, tu serais peut-être l'un de ces ancêtres ressuscités dans la mémoire d'une humanité future, ou de toute autre chose que l'humanité, rejouant le 21e siècle comme nous rejouons, en pensée, les siècles passés. C'est une idée saisissante. Mais remarque combien elle empile les suppositions. Il faut que de telles civilisations existent, qu'elles le veuillent, qu'elles le puissent, et que les esprits ainsi recréés soient vraiment conscients. Ôte une seule de ces conditions, et tout l'échafaudage se défait. Il faut aussi que tu saches d'où vient l'engouement pour cette idée, car cela t'aidera à garder la tête froide. À notre époque, la simulation séduit avant tout le monde de la technologie, ces milieux où l'on bâtit chaque jour des mondes virtuels de plus en plus convaincants. Quand on passe ses journées à créer des univers de jeux, à voir les images de synthèse approcher du réel,
il devient naturel d'extrapoler et d'imaginer qu'un jour ces mondes seront indiscernables du nôtre, et donc, peut-être, que le nôtre en est déjà un. Des figures connues de ce monde ont déclaré, parfois, trouver l'idée plausible, voire probable. Mais le fait qu'une idée soit populaire dans un certain milieu, ou défendue par des gens brillants et célèbres, ne la rend pas plus vraie. C'est même un piège classique de la pensée, confondre le prestige de qui parle avec la solidité de ce qui est dit. La science ne se décide pas au nombre de partisans, ni à leur renommée, mais à la force des preuves. Et de preuves, ici, il n'y en a toujours aucune. Refermons une première boucle avant d'avancer. Tu te demandais peut-être pourquoi un argument aussi spéculatif a été pris au sérieux par des esprits exigeants. Voici la réponse. Parce qu'il ne demande pas qu'on lui fasse confiance, il demande seulement qu'on examine sa logique. Et cette logique, elle, est difficile à briser. On peut contester ses prémices, et nous le ferons, en détail. Mais tant qu'on ne montre pas qu'une hypothèse est tout bonnement possible, le trilemme tient debout. Et c'est cette robustesse qui a fait passer la question de la salle de cinéma à la salle de séminaire. Pourtant, jusqu'ici, nous n'avons parlé que de logique et de philosophie. La vraie secousse, celle qui a fait dresser l'oreille à certains physiciens, vient d'ailleurs. Elle vient du cœur même de la matière. Car il y a, dans la physique elle-même, des traits étranges que certains ont cru voir comme des indices. Je dis bien ont cru voir, car nous allons devoir être très prudents, et tu vas comprendre pourquoi. Mais commençons par regarder ces traits en face, sans préjugés, car ils sont réels et vérifiés, même si leur interprétation, elle, ne l'est pas du tout. Le premier de ces traits est l'existence de limites infranchissables, gravées dans les lois de la nature. La plus célèbre est la vitesse de la lumière. Rien, dans notre univers, ne peut aller plus vite que la lumière dans le vide, une vitesse précise, finie, que rien ne dépasse jamais. Pour la physique classique, c'est une loi fondamentale, une propriété de l'espace et du temps eux-mêmes, confirmée de façon éclatante par un siècle d'expérience. Mais certains, regardant cette barrière, ont posé une question naïve et troublante. Et si cette limite n'était pas une loi de la nature, mais une limite de calcul? Dans nos propres simulations, sur nos écrans, il existe toujours une vitesse maximale à laquelle l'information peut se propager d'un point à un autre, simplement parce que la machine ne peut traiter qu'un nombre fini d'opérations par seconde. Et si la vitesse de la lumière était, pour notre univers, l'équivalent de cette horloge d'un processeur, la cadence maximale du grand calculateur qui nous ferait tourner? C'est une analogie séduisante. Retiens bien ce mot, analogie. Car une ressemblance n'est pas une preuve, et je vais te montrer plus tard pourquoi cette comparaison, aussi belle soit-elle, ne tient pas la route comme argument scientifique. Mais d'abord, laisse-la t'habiter un instant, car elle ouvre une perspective vertigineuse. Si la vitesse de la lumière est une limite de processeur, alors tout l'univers se met à ressembler à une machine, et chaque loi physique devient une ligne de programme. Garde cette image. Nous y reviendrons pour la mettre à l'épreuve. Le deuxième trait étrange est encore plus troublant, et il nous mène au cœur de la physique moderne. Il existe, dans la nature, une plus petite échelle de longueur en deçà de laquelle nos théories actuelles cessent d'avoir un sens clair. On la nomme la longueur de Planck, du nom du physicien qui en a posé les fondements. C'est une distance d'une petitesse inimaginable, tellement infime qu'elle dépasse tout ce que ton esprit peut se représenter. Pour t'en donner une idée, un atome est déjà petit au-delà de toute mesure, et pourtant la longueur de Planck est plus petite que l'atome dans une proportion encore plus extrême que celle qui sépare l'atome de toi tout entier. C'est l'échelle où l'espace et le temps eux-mêmes, tels que nous les concevons, cessent peut-être d'être lisses et continus. Et voilà ce qui a fait rêver certains. Sur nos écrans, sur nos images numériques, il existe toujours un plus petit grain, un pixel, en dessous duquel on ne peut plus rien afficher. L'image semble continue de loin, mais de près elle est faite de petits carrés, d'unités élémentaires. Alors certains ont demandé, et si la longueur de Planck était le pixel de l'univers, la résolution minimale du grand écran cosmique? Et si l'espace, qui te paraît si fluide, si divisible sans fin, était en réalité fait de minuscules cases, comme une grille, comme la trame d'un calcul? L'idée que l'univers pourrait être discontinu à très petite échelle, fait de grains plutôt que de continu, n'est d'ailleurs pas absurde du tout. Certaines théories de la physique fondamentale, qui cherchent à unir la gravité et le monde quantique,
explore justement cette possibilité, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une quelconque simulation. Mais la coïncidence est troublante, et tu comprends pourquoi elle a nourri tant de spéculations. Il faut maintenant que je sois tout à fait honnête avec toi, car c'est ici que beaucoup de récits dérapent. Le fait que l'univers possède une plus petite échelle, ou une vitesse limite, ne prouve absolument rien quant à une simulation. Ce sont des faits physiques réels, oui, mais leur ressemblance avec les propriétés d'un ordinateur est peut-être une simple projection de notre époque. Nous vivons à l'ère du numérique, et nous voyons des ordinateurs partout, comme les hommes d'autrefois voyaient des horloges dans le cosmos, ou des potiers divins dans la création du monde. Chaque époque interprète l'univers à travers sa technologie la plus avancée. Le danger, c'est de prendre cette métaphore pour une découverte. Tiens bien cette mise en garde, car elle sera notre boussole jusqu'à la fin. Il faut pourtant te dire qu'il existe, à la lisière de la physique, tout un courant de pensée qui a pris ces ressemblances très au sérieux, sans pour autant parler d'une simulation au sens du cinéma. On l'appelle parfois la physique de l'information, ou la physique numérique. L'idée centrale en est belle et ancienne. Peut-être que ce qu'il y a de plus fondamental dans l'univers n'est pas la matière, ni l'énergie, mais l'information elle-même. Peut-être que les particules, les champs, l'espace et le temps ne sont, au fond, que des manières dont l'information se structure et se transforme. Un grand physicien, qui avait pour habitude de frapper les esprits par des formules brèves, a résumé cette intuition d'une phrase restée fameuse, que l'on pourrait traduire ainsi: « Tout être vient du bit ». C'est-à-dire que toute chose, jusqu'à la plus matérielle, naîtrait au fond d'un choix élémentaire entre deux possibilités, d'une réponse à une question par oui ou par non, du grain le plus fin de l'information. Cette idée n'est pas une rêverie isolée. Dès le milieu du XXe siècle, des esprits sérieux ont imaginé que l'univers pourrait fonctionner à la manière de ces grilles de calcul que l'on nomme automates cellulaires, d'immenses damiers où chaque case obéit, à chaque instant, à quelques règles très simples en fonction de l'état de ses voisines. De ces règles élémentaires, répétées sur des milliards de cases, peuvent émerger des structures d'une richesse stupéfiante, des motifs qui bougent, se reproduisent, semblent presque vivants. Et certains se sont demandé: et si l'univers tout entier n'était qu'un automate de ce genre, une grille immense où des règles minuscules, appliquées sans relâche, font surgir les galaxies, la vie, et toi qui m'écoutes? Ce serait un univers qui calcule, non pas parce que quelqu'un le simule de l'extérieur, mais parce qu'il serait lui-même, par nature, un calcul en train de se dérouler. Mais prends garde, là encore, à ne pas confondre les choses. Dire que l'univers traite de l'information, ou qu'il peut se décrire en termes de calcul, n'est pas du tout la même chose que dire qu'il est simulé par quelqu'un, sur une machine, dans un autre monde. Ce sont deux idées très différentes, et on les mélange sans cesse. La première, la physique de l'information, est une manière respectable, quoique débattue, de penser les lois de la nature. Elle ne suppose aucun programmeur, aucun monde extérieur. La seconde, la simulation au sens de Bostrom, suppose au contraire un dehors, des concepteurs, une réalité de base qui ferait tourner la nôtre. La ressemblance des deux idées trompe beaucoup de monde. On entend un physicien dire que l'univers est en un sens computationnel, et l'on en conclut aussitôt qu'il croit que nous sommes dans une simulation. C'est un saut illégitime, et il faut en garder. Qu'un système puisse se décrire comme un calcul ne veut pas dire que quelqu'un le calcule. Allons plus loin dans ces traits troublants, car il en est un, dans la physique quantique, qui semble fait exprès pour donner le vertige. Tu as peut-être entendu dire que, dans le monde des particules, les choses ne possèdent pas de propriétés définies tant qu'on ne les observe pas. Une particule peut se trouver dans une sorte de brouillard de possibilités, plusieurs états à la fois, et ce n'est qu'au moment de la mesure qu'elle se fixe sur une valeur précise. C'est l'un des aspects les plus déroutants et les mieux vérifiés de toute la science. Et c'est aussi l'un de ceux qui ont le plus alimenté la rêverie de la simulation. Car écoute le raisonnement que certains ont tenu. Dans un jeu vidéo, dans une simulation économe, on ne calcule pas en détail ce que personne ne regarde. La machine ne dessine en entier que ce qui se trouve sous les yeux du joueur. Le reste demeure à l'état d'esquisse, de potentiel, et n'est rendu en entier qu'au moment où l'on porte le regard dessus. Cela économise une quantité prodigieuse de calculs. Et certains ont demandé, et si la nature faisait de même? Et si les particules restaient à l'état flou tant que personne ne les observe,
justement parce que le grand calculateur ne se donne la peine de tout préciser qu'au moment où c'est nécessaire? La mesure quantique serait alors comme le moment où le programme génère le détail à la demande. Encore une fois, prends ce raisonnement pour ce qu'il est, une analogie tentante et rien de plus. Les physiciens qui travaillent sur la mécanique quantique ne pensent pas, pour leur immense majorité, qu'il faille un ordinateur cosmique pour expliquer ce comportement. Il existe plusieurs interprétations de ce flou quantique, très débattues, et aucune n'a besoin de l'hypothèse de la simulation. Le parallèle avec le jeu vidéo est frappant, mais il ne prouve rien. Il montre seulement que notre esprit, friand de ressemblance, attrape sans retenue tout ce qui pourrait confirmer une idée qui le fascine. Garde-toi de ce penchant. C'est l'une des leçons que cette nuit doit te laisser. Maintenant, il est temps de te raconter le moment où certains scientifiques ont essayé, pour de bon, de transformer cette rêverie en science authentique. Car une idée ne devient scientifique que lorsqu'elle propose un moyen d'être testée, une prédiction que l'on pourrait vérifier ou démentir par l'expérience. Et il y a eu, en effet, une tentative sérieuse en ce sens. Une équipe de physiciens, parmi lesquels un chercheur du nom de Silas Bean, a publié un travail remarquable. Leur idée était la suivante. Si notre univers était simulé sur une grille, sur un réseau de points discrets, comme le sont nos propres simulations de la physique des particules dans les ordinateurs les plus puissants, alors cette grille devrait laisser une trace. Suis bien leur raisonnement, car il est subtil et beau. Quand les physiciens simulent la matière nucléaire sur un ordinateur, ils sont obligés de découper l'espace en une grille de points, faute de pouvoir calculer un espace tout à fait continu. Et cette grille, cet artifice de calcul, introduit de minuscules distorsions, des effets particuliers qui trahissent son existence. En particulier, une telle grille brise une symétrie de l'espace. Elle privilégie certaines directions par rapport à d'autres, comme un quadrillage à des axes préférés. Bean et ses collègues ont alors une intuition audacieuse. Si nous-mêmes vivions dans une simulation construite sur une grille, peut-être pourrions-nous détecter cette empreinte. Peut-être les particules les plus énergétiques de l'univers, ces rayons cosmiques d'une violence inouïe qui frappent parfois notre atmosphère, montreraient-elles une infime préférence de direction, une trace de la grille sous-jacente. Comprends bien la beauté de cette démarche, car elle est exemplaire. Ces chercheurs n'ont pas dit « Nous sommes dans une simulation, croyez-nous ». Ils ont dit « Si nous l'étions, et si elle ressemblait à nos propres simulations, alors voici une trace précise que nous devrions pouvoir chercher dans le ciel. » Ils ont transformé une croyance invérifiable en une question que l'on peut, au moins en partie, poser à la nature. C'est ainsi que travaille la science, non pas en affirmant, mais en cherchant la conséquence observable qui distinguerait une hypothèse d'une autre. Et c'est pour cela que leur travail mérite le respect, quelle qu'en soit l'issue. Ils ont fait l'effort, rare et difficile, de rendre une rêverie testable, là où tant d'autres se contentent de rêver. C'est, je crois, le moment le plus important de toute cette histoire, car c'est l'instant où la simulation a failli devenir une science. Voici, enfin, une idée testable, une prédiction concrète. Cherchez une anomalie de direction dans les rayons cosmiques les plus énergétiques, et si vous la trouvez, vous tenez peut-être un indice. Mais ne t'emballe pas, car la suite est à la fois plus modeste et plus profonde qu'on ne l'imagine, et elle va nous apprendre quelque chose d'essentiel sur les limites de cette quête. Voici donc ce qu'il faut comprendre, et c'est délicat. Le test de Bean et de son équipe ne vaut que pour un type très particulier de simulation. Une simulation bâtie sur une grille semblable à celle que nous utilisons aujourd'hui, à notre échelle technologique. Or rien ne dit qu'une civilisation capable de nous simuler emploierait nos méthodes. Elle pourrait utiliser des techniques que nous ne pouvons même pas concevoir, des simulations sans grille, des calculs qui ne laisseraient aucune des traces que nous savons chercher. Le test ne couvre donc qu'une fraction minuscule des simulations possibles. S'il trouvait une anomalie, ce serait troublant, certes. Mais s'il n'en trouve aucune, et c'est le cas jusqu'à présent, cela ne prouve rien du tout. Cela écarte seulement une forme très particulière de simulation, en laissant intactes toutes les autres. Et c'est ici que se révèle le vrai visage de l'hypothèse de la simulation, sa nature la plus profonde et la plus dérangeante. Une bonne théorie scientifique doit pouvoir être démentie. Il doit exister, en principe, une observation qui prouverait qu'elle est fausse. C'est ce qu'on appelle, dans le langage des philosophes des sciences, la réfutabilité,
et c'est le critère qui sépare la science de tout le reste. Or l'hypothèse de la simulation, dans sa forme générale, est presque impossible à réfuter. Pourquoi? Parce que toute anomalie que tu pourrais découvrir, toute faille, toute incohérence que tu croirais débusquer, pourrait toujours être expliquée comme une partie du programme. Si tu trouves une incohérence dans les lois physiques, le simulateur l'a peut-être voulu. Si tu ne trouves aucune incohérence, c'est que la simulation est sans défaut. Quoi que tu observes, l'hypothèse survit. Et une idée qui survit à tout, qui ne peut jamais être prise en défaut, n'est pas, à vrai dire, une théorie scientifique. Elle appartient à un autre domaine. Tu as peut-être entendu dire, ici ou là, que certains croient voir des indices de simulation dans les petites étrangetés de l'existence. Une impression de déjà-vu, ce sentiment troublant d'avoir déjà vécu un instant que l'on vit pour la première fois. Un souvenir collectif qui se révèle faux, quand des foules entières se rappellent un événement qui ne s'est jamais produit de cette façon. Des coïncidences qui semblent trop belles, des hasards qui paraissent arrangés. Et l'on entend dire, voilà des ratés, des failles dans le programme, la preuve que la réalité bafouille. Il faut que je te mette en garde avec fermeté contre ce raisonnement, car il est séduisant et faux. Toutes ces étrangetés ont des explications connues, étudiées, qui n'ont nul besoin d'une simulation. Le déjà-vu est un petit ratage de la mémoire, un décalage dans la façon dont le cerveau enregistre l'instant. Les faux souvenirs collectifs tiennent à la manière dont notre mémoire se reconstruit et se contamine. Les coïncidences frappantes sont, en vérité, inévitables au regard des nombres lors que des milliards d'événements se produisent chaque jour. Comprends bien le piège, car il est instructif. Notre cerveau est une formidable machine à repérer des motifs, à chercher du sens partout, même là où il n'y en a pas. C'est un talent merveilleux, qui nous a permis de survivre, de comprendre la nature, de bâtir la science. Mais c'est aussi un piège, car il nous pousse à voir des intentions, des messages, des trames cachées dans ce qui n'est que du bruit. Croire débusquer une faille de la réalité, c'est tomber dans ce travers le plus ancien de l'esprit humain. Prendre une étrangeté ordinaire pour le signe d'un dessein caché. Et c'est l'exact contraire de la démarche scientifique, qui consiste, au rebours, à se méfier de ses propres impressions et à chercher l'explication la plus simple avant d'invoquer l'extraordinaire. Si tu ne devais retenir qu'une leçon pratique de cette nuit, ce serait celle-ci. Une étrangeté n'est jamais, à elle seule, la preuve de quoi que ce soit. Laisse cette pensée se déposer en toi, car elle est le pivot de toute notre nuit. L'hypothèse de la simulation n'est pas fausse. C'est plus subtil, et plus profond, elle est, dans sa forme générale, hors d'atteinte de la science. On ne peut ni la prouver, ni la réfuter. Elle se tient dans cette région étrange où se trouvent les grandes questions métaphysiques, ces questions que l'on peut explorer par la raison, débattre, raffiner, mais jamais trancher par l'expérience. Et reconnaître cela n'est pas une défaite. C'est, au contraire, faire preuve de la plus grande honnêteté intellectuelle. C'est savoir exactement ce que l'on tient entre les mains. Non pas une découverte sur le monde, mais une interrogation sur les limites mêmes de notre savoir. Tu te demandes peut-être, à ce point, ce qu'en pensent les chercheurs sérieux, ceux qui consacrent leur vie à comprendre la réalité. Et la réponse est nuancée, comme tout ce qui est vrai. La plupart des physiciens considèrent l'hypothèse de la simulation comme une curiosité philosophique stimulante, mais sans valeur scientifique tant qu'on ne propose pas de tests véritables. Certains, plus hardis, la trouvent digne d'être explorée, ne serait-ce que pour mieux comprendre la nature de l'information et du calcul dans l'univers. D'autres encore la jugent suspecte, justement parce qu'elle n'est pas réfutable, et y voient une distraction séduisante mais stérile. Il n'y a pas de consensus, et c'est honnête de te le dire. Ce qui fait l'unanimité, en revanche, c'est ceci. À ce jour, aucune preuve, ni dans un sens ni dans l'autre, n'existe. Quiconque prétend le contraire dépasse ce que la science autorise. Avant d'aller plus loin, arrête-toi sur une ressemblance qui en dit long. As-tu remarqué à quel point l'hypothèse de la simulation rejoue, en habit numérique, les vieilles histoires de création du monde? Dans presque toutes les traditions humaines, on trouve l'idée d'un créateur, ou de créateurs, qui aurait façonné le monde et les êtres qui l'habitent, depuis un dehors que nous ne pouvons atteindre. La simulation reprend ce schéma trait pour trait. À la place du créateur divin, elle met des programmeurs. À la place du monde façonné, elle met un univers calculé.
À la place du dehors sacré, elle met une réalité de base. À la place du dessein insondable, elle met les intentions inconnues des concepteurs. Même le vieux problème du mal, cette question de savoir pourquoi un monde créé contient tant de souffrances, ressurgit sous une forme nouvelle. Pourquoi nos créateurs auraient-ils programmé tant de douleurs dans leur simulation? Je ne te dis pas cela pour me moquer, ni pour ranger l'idée parmi les croyances. Je te le dis parce que cette parenté est éclairante. Elle montre que l'hypothèse de la simulation répond à un besoin très ancien de l'esprit humain, celui de trouver, derrière le monde visible, une cause cachée, une intention, un auteur. Chaque époque a habillé ce besoin selon ses moyens. Les anciens parlaient de Dieu et de démiurge. Notre siècle, façonné par les écrans et les machines, parle de programmeurs et de calculateurs. La forme change, l'élan demeure. Et cela nous oblige à une vigilance supplémentaire, car il est facile de prendre pour une déduction rigoureuse ce qui n'est, peut-être, qu'un très vieux désir reformulé avec les mots du jour. Reconnaître ce désir en nous-mêmes, ce n'est pas le renier, c'est le regarder en face, et c'est, encore une fois, le geste même de l'honnêteté. Reprenons souffle un instant, car nous venons de gravir une pente raide. Tu sais désormais d'où vient l'idée, comment Bostrom l'a transformée en argument logique, quels traits de la physique ont nourri la spéculation, et pourquoi tout cela se heurte au mur de la réfutabilité. Mais il nous reste à explorer ce qui est, peut-être, la faille la plus sérieuse de tout l'édifice, une faille dont on parle moins, et qui touche à ce que tu es en train de faire en ce moment même, penser, ressentir, être conscient. Car voici la question que l'on glisse trop vite sous le tapis. Pour que l'argument de Bostrom tienne, il faut admettre qu'une simulation peut produire de véritables esprits conscients. Il faut admettre que si l'on calcule, avec assez de précision, tout ce qui se passe dans un cerveau, alors la conscience surgira d'elle-même, identique à la tienne, avec ses joies, ses douleurs, son sentiment intime d'exister. Et cela, vois-tu, est tout sauf évident. C'est même l'un des plus profonds mystères que la science n'ait jamais résolu. Réfléchis à ce que tu vis en cet instant. Tu ressens le passage de l'air, la chaleur de ton corps, le fil de tes pensées. Il y a un effet que cela fait d'être toi, une saveur intérieure de l'existence que nul instrument ne peut mesurer du dehors. Les philosophes appellent cela l'expérience subjective, et personne, à ce jour, ne sait expliquer comment de la matière, ou du calcul, peut donner naissance à cette saveur intérieure. C'est ce qu'un philosophe contemporain a nommé le problème difficile de la conscience. C'est difficile, car même si nous comprenions à fond chaque rouage du cerveau, chaque échange entre les neurones, il resterait cette énigme. Pourquoi tout cela s'accompagne-t-il d'un vécu, d'un ressenti, plutôt que de se dérouler dans le noir, en silence, sans personne à l'intérieur pour l'éprouver? Or l'argument de la simulation passe par-dessus cette énigme sans même la regarder. Il suppose, sans hésiter, que le calcul suffit à faire jaillir la conscience. Que si tu reproduis le bon programme, l'expérience intérieure apparaîtra par surcroît. Mais c'est là une supposition immense, peut-être la plus grande de toutes, et elle n'est pas démontrée. Il se pourrait que la conscience exige quelque chose que le pur calcul ne possède pas. Il se pourrait que tu puisses simuler un cerveau dans le moindre détail sans qu'aucune lumière intérieure ne s'allume jamais, sans que personne n'habite la machine. Personne ne le sait. Et si cette supposition tombe, alors l'argument tout entier vacille, car des simulations sans conscience ne pèseraient rien dans le grand calcul des proportions, elles ne seraient que des décors vides, et tu resterais, toi, l'un des rares esprits bels et bien vivants. Pour te faire toucher du doigt à quel point cette supposition est fragile, laisse-moi te raconter une expérience de pensée célèbre, imaginée par un philosophe pour ébranler l'idée que calculer suffit à comprendre ou à ressentir. Imagine un homme enfermé dans une pièce close. Il ne parle pas un mot de chinois. On lui glisse, par une fente, des feuilles couvertes de signes chinois, et il dispose d'un énorme manuel de règles écrit dans sa langue, qui lui dit « Quand tu vois tel signe, trace tel autre signe en réponse ». Il suit les règles à la lettre, sans rien comprendre, et il fait glisser sous la porte des feuilles couvertes de nouveaux signes. À l'extérieur, des locuteurs chinois lisent ces réponses et les trouvent parfaites, sensées, pleines d'esprit. Pour eux, quelqu'un, là-dedans, comprend le chinois à merveille. Et pourtant, à l'intérieur, l'homme n'a pas saisi le moindre mot. Il a manipulé des symboles, voilà tout. Cette petite scène, en apparence anodine,
frappe au cœur de notre sujet. Car la pièce tout entière se comporte comme si elle comprenait, alors que personne, à l'intérieur, ne comprend quoi que ce soit. Manipuler des symboles selon des règles, c'est exactement ce que fait un ordinateur. Et l'argument suggère ceci. Peut-être qu'un système peut imiter à la perfection la compréhension, ou l'intelligence, sans qu'il y ait, nulle part en lui, la moindre lueur de vécu, la moindre compréhension réelle. Si cela vaut pour la compréhension, cela pourrait valoir, plus encore, pour la conscience, pour ce sentiment d'être quelqu'un. Une simulation pourrait reproduire tous les signes extérieurs d'un esprit qui souffre, qui aime, qui s'émerveille, sans qu'il y ait personne à l'intérieur pour souffrir, aimer ou s'émerveiller. Rien que des symboles qui défilent dans le vide. Je dois te dire, par souci d'équité, que cette expérience de pensée est elle-même très débattue, et que beaucoup de penseurs la contestent. Certains répondent que ce n'est pas l'homme seul qui devrait comprendre, mais le système dans son ensemble, la pièce, le manuel et l'homme réunis. D'autres pensent au contraire qu'elle touche juste, et qu'aucun assemblage de règles, si vaste soit-il, ne fera jamais surgir une once de conscience. Le débat n'est pas tranché, et il ne le sera peut-être jamais. Mais ce que tu dois en retenir, c'est ceci. L'idée que le calcul fabrique de la conscience, loin d'être une évidence, est l'une des questions les plus disputées de toute la pensée contemporaine. Et l'argument de la simulation, qui repose tout entier sur cette idée, ne tient debout que si l'on tranche ce débat dans un sens qui n'a, à ce jour, rien d'assuré. Mesure alors la fragilité de l'édifice. Pour que tu sois, selon toute vraisemblance, un esprit simulé, il faut d'abord que des esprits puissent être simulés, c'est-à-dire que le calcul engendre la conscience. Si cette première pierre se dérobe, tout l'édifice s'écroule, et tu te retrouves, par défaut, du côté du réel. Voilà pourquoi je te disais, au début, que cette histoire de simulation est, en vérité, une histoire de conscience déguisée. Tout y revient toujours à cette énigme. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelqu'un, plutôt que personne, à l'intérieur d'un système qui pense? Tu vois comme la question se déplace, et c'est là toute sa richesse. Demander si nous vivons dans une simulation, c'est en réalité demander ce qu'est la conscience, ce qu'est l'information, ce qu'est le réel. Ce sont les plus vieilles questions de la philosophie, déguisées en habits numériques. La simulation n'a fait que leur donner un visage neuf, un visage de notre temps. Et c'est peut-être là sa véritable valeur, non pas de nous dire ce qu'est le monde, mais de nous forcer à regarder en face tout ce que nous ignorons encore de lui, et de nous-mêmes. Allons maintenant vers une objection plus terre à terre, mais redoutable, car elle touche à la matière même du calcul. Simuler un univers entier, dans le moindre détail, jusqu'à la dernière particule, exigerait une puissance qu'on ne peut pas même concevoir. Songe à ce que cela représente. Pour simuler à l'identique ne serait-ce qu'un grain de poussière, il faudrait suivre les mouvements d'un nombre fabuleux d'atomes, et chacun de ces atomes obéit aux lois subtiles de la physique quantique, qui demandent à elles seules des calculs d'une complexité affolante. Pour simuler un univers tout entier, avec ses milliards de galaxies, chacune peuplée de milliards d'étoiles, il faudrait un ordinateur d'une taille qui défie l'imagination, peut-être plus grand que l'univers qu'il prétendrait calculer. Mais voici la parade, et elle est habile. Le défenseur de l'hypothèse répond aussitôt, nul besoin de tout simuler dans le détail. Il suffit de calculer ce que les esprits simulés observent. Le reste, les galaxies lointaines, les profondeurs de la matière que nul ne scrute, peut demeurer à l'état d'esquisse grossière, et n'être affiné qu'au moment où une conscience y porte attention. C'est l'économie du jeu vidéo, appliquée à l'univers tout entier. De ce point de vue, la dépense de calcul deviendrait beaucoup plus raisonnable. Et tu vois la boucle se boucler. Ce flou quantique dont nous parlions tout à l'heure, cette indétermination des particules tant qu'on ne les regarde pas, redevient ici l'argument du simulateur économe. Chaque pièce s'emboîte dans les autres avec une cohérence qui peut donner le frisson. Il existe pourtant une objection plus dure, qui ne se laisse pas si vite désamorcer, et que je veux te confier, car elle est de la vraie science. Calculer à un coup. Ce n'est pas une vérité de philosophe, c'est une loi de la physique. Toute opération de calcul, toute manipulation d'informations, consomme de l'énergie et produit de la chaleur. On l'a montré et mesuré dans nos propres machines. Et plus tu calcules vite et fin, plus tu dois dépenser et dissiper.
Or simuler un monde aussi riche que le nôtre, avec ses lois quantiques d'une complexité affolante, exigerait une dépense d'énergie et une évacuation de chaleur dont l'ampleur défie l'entendement. Certains chercheurs ont essayé d'estimer cette dépense, et les nombres qui en sortent sont si vastes qu'ils en deviennent presque comiques. Il faudrait, pour simuler à l'identique ne serait-ce qu'une petite région d'univers, des ressources qui dépasseraient celles de cette région elle-même. La carte coûterait plus cher que le territoire. Ce n'est pas un argument définitif, et je ne veux pas te le présenter comme tel, car il a sa parade. Mais il a un mérite que peu d'objections possèdent dans ce débat. Il s'appuie sur des lois physiques solides plutôt que sur de simples intuitions. Il déplace la question du terrain glissant de la métaphysique vers le terrain plus ferme de la thermodynamique et de la théorie de l'information. Et il rappelle une évidence qu'on oublie trop, une simulation n'est pas gratuite. Elle doit tourner quelque part, sur un support physique, dans un monde soumis lui aussi à des lois, à des contraintes, à des limites. On imagine souvent les concepteurs de la simulation comme des dieux tout-puissants, libres de tout. Mais s'ils existent, ils habitent une réalité de base qui a, elle aussi, ses règles, son énergie finie, ses bornes. Et rien ne dit que leur univers serait assez généreux pour se permettre de calculer le nôtre dans tous ses replis. Mais voici la parade, que l'honnêteté m'oblige à te donner aussi. On répond que les lois de leur monde pourraient être tout autres que les nôtres, plus permissives, dotées d'une physique du calcul que nous ne pouvons même pas concevoir. Peut-être que dans la réalité de base, calculer ne coûte presque rien. Peut-être que le temps y coule autrement, et qu'une simulation qui nous paraîtrait longue sans fin s'y déroulerait en un éclair. Tu vois le problème? Dès que l'on suppose un monde extérieur dont nous ignorons tout, on peut lui prêter n'importe quelle propriété, et l'objection s'évanouit. C'est, encore une fois, la souplesse infinie de l'hypothèse qui la sauve, et qui, du même coup, la condamne à ne jamais être de la science véritable. Chaque fois qu'on croit la coincer, elle s'échappe par une porte que l'on ne peut ni fermer ni même apercevoir. Et pourtant, prends garde une fois encore. Cette cohérence est justement ce qui devrait alerter. Une hypothèse qui s'explique elle-même à chaque détour, qui a réponse à tout, qui plie chaque objection à son service, n'est pas pour autant vraie. Elle est seulement souple, souple sans limite, comme toutes les idées qui échappent à l'épreuve des faits. Une bonne théorie scientifique prend des risques. Elle interdit certaines choses, elle prédit que tel phénomène ne se produira pas, et elle s'expose ainsi à être contredite. L'hypothèse de la simulation, dans sa souplesse, n'interdit rien et ne risque rien. C'est sa force apparente, et c'est sa faiblesse réelle. Faisons une pause, et reprenons le fil de la grande boucle ouverte au début de notre nuit. Souviens-toi de cette question que je t'avais demandé de tenir. S'il est impossible de distinguer de l'intérieur un monde réel d'un monde simulé sans le moindre défaut, sur quoi peux-tu encore t'appuyer pour affirmer que ce que tu vis est vrai? Nous avons maintenant tous les éléments pour l'affronter, et la réponse, tu vas le voir, n'est pas celle qu'on attend. La première chose à comprendre est que cette impossibilité de distinguer n'est pas nouvelle, et qu'elle n'a, en réalité, aucune conséquence pratique sur ta vie. Repense à la caverne, repense au génie trompeur imaginé jadis. Depuis toujours, les philosophes savent qu'il est impossible de prouver avec une certitude absolue que le monde extérieur existe tel que nous le percevons. Tu ne peux pas démontrer que tu n'es pas en train de rêver en ce moment même. Tu ne peux pas prouver que tes souvenirs ne furent pas implantés il y a une seconde. Et pourtant, tu vis. Tu agis comme si le monde était réel, parce que c'est la seule manière de vivre, et parce que rien, dans ton expérience, ne te donne de raison d'en douter pour de bon. L'hypothèse de la simulation ne fait que rhabiller ce vieux doute d'un costume moderne. Le doute est ancien, seul le costume est neuf. Voici donc le premier apaisement que je voudrais te transmettre. Même si tu vivais dans une simulation, cela ne changerait rien du tout à la valeur de ce que tu vis. La douleur ferait toujours mal, la beauté serait toujours belle, l'amour serait toujours l'amour. Une joie simulée, ressentie tout entière, est une joie véritable pour celui qui l'éprouve. Le réel, du point de vue de celui qui le vit, c'est ce qui est ressenti, et non le substrat sur lequel cela tourne. Que ton bonheur repose sur des atomes ou sur des nombres, il reste ton bonheur, et nul ne peut te le retirer. Cette idée, qui semble vertigineuse, est en vérité d'un grand réconfort. Elle te rend ta vie intacte, quelle que soit la nature ultime du monde. Mais je ne veux pas te laisser sur une simple consolation,
car il y a, dans cette histoire, une dimension plus grande encore, qui touche à notre place dans le cosmos. Demande-toi pourquoi cette idée nous fascine tant, pourquoi elle revient, sous mille formes, à travers les âges. C'est qu'elle exprime une intuition très ancienne et très juste. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que notre esprit le construit. Et cela, sans aucune simulation, est tout à fait vrai. Reflexis Y. Les couleurs que tu vois ne sont pas dans les choses. Le monde extérieur n'est qu'un déferlement d'ondes électromagnétiques de longueurs diverses, sans la moindre couleur en lui-même. C'est ton cerveau qui peint le rouge des roses et le bleu du ciel, à partir de signaux électriques. Les sons que tu entends ne sont que des vibrations de l'air, muettes en elles-mêmes, c'est ton cerveau qui les transforme en musique. La douceur d'une caresse, le parfum d'un soir d'été, tout cela est fabriqué à l'intérieur de ta tête, à partir de données brutes que tes sens recueillent. En un sens très réel, tu vis déjà dans une simulation, et cette simulation, c'est ton propre cerveau qui la génère, en permanence, à partir du flot incomplet d'informations qu'il y parvient. Le monde que tu habites est un modèle, une reconstruction, une histoire que ton esprit se raconte pour donner forme au chaos des signaux. Il y a plus troublant encore, et la science du cerveau l'a établi. Ce que tu prends pour le présent immédiat n'en est pas un. Entre l'instant où la lumière frappe ton œil et l'instant où tu en as conscience, il s'écoule un petit délai, une fraction de seconde durant laquelle ton cerveau traite, trie, assemble les signaux. Ce que tu vis comme le maintenant est, en réalité, un passé tout proche, reconstruit après coup. Mieux encore, ton cerveau ne se contente pas de recevoir le monde. Il le devine, il l'anticipe. Il fabrique en permanence des prédictions sur ce qui va venir, et il ne corrige son modèle que lorsque la réalité le surprend. Une grande partie de ce que tu crois percevoir n'est donc pas perçue du tout. Elle est devinée, comblée, inventée par ton esprit pour boucher les trous. Là où tes yeux ne voient rien, par exemple au point aveugle de la rétine, ton cerveau invente le décor manquant, et tu ne t'aperçois jamais du trou. Ainsi, le monde que tu habites est pour une part bien plus grande qu'on ne le croit, une création de ton cerveau, un récit cohérent tissé à partir d'indices fragmentaires. Ce n'est pas une tromperie, c'est la seule manière, pour un esprit, d'habiter un monde trop vaste et trop rapide pour être saisi tout cru. Mais cela bouleverse l'idée naïve d'un accès direct au réel. Tu ne regardes pas le monde par une fenêtre transparente. Tu le regardes sur l'écran intérieur d'un théâtre que ton cerveau dresse, anime et met à jour sans répit. Le grand débat sur la simulation cosmique, vois-tu, ne fait que renvoyer en écho, à l'échelle de l'univers, une vérité que les neurosciences ont déjà établie à l'échelle de ton crâne. Nous vivons tous, déjà, dans une représentation, et nous l'avons toujours fait. Mesure bien ce que cela signifie. Tu n'as jamais eu accès au monde sans intermédiaire, jamais, pas une seule seconde de ta vie. Tout ce que tu as connu, tu l'as connu à travers le filtre de ta perception, à travers le grand théâtre intérieur que ton cerveau dresse pour toi à chaque instant. Le débat sur la simulation cosmique n'est, au fond, que le prolongement d'une vérité que la science a déjà établie sur la simulation antérieure que tu es. La question n'est pas tant le monde est-il un calcul que qu'est-ce que connaître, percevoir, exister, pour un esprit qui n'atteint jamais les choses elles-mêmes. Et cette question, elle, n'est pas spéculative. Elle est au centre de ce que tu es. Approchons-nous maintenant du cœur du payoff, de ce vers quoi tout ce voyage tendait. Nous avons commencé par une menace, et si rien n'était réel, et nous arrivons à un renversement complet. Car l'hypothèse de la simulation, prise au sérieux et jusqu'au bout, ne détruit pas la réalité. Elle nous apprend humilité sur ce que nous pouvons connaître, et elle nous rend, par un détour inattendu, plus présents à ce que nous vivons. Considère le chemin parcouru. Nous avons vu une vieille intuition, la caverne, le génie trompeur, devenir un argument logique rigoureux entre les mains de Bostrom. Nous avons vu la physique offrir des traits troublants, la vitesse limite, la plus petite échelle, le flou quantique, qui ressemblent à des propriétés de calcul. Nous avons vu une tentative honnête, celle de Bean et de son équipe, de transformer la rêverie en science testable, et nous avons compris pourquoi elle ne pouvait couvrir qu'une infime part du problème. Nous avons buté sur le mur de la réfutabilité, qui range l'hypothèse générale du côté de la métaphysique et non de la science. Nous avons découvert que la plus grande faille n'est pas dans la physique, mais dans cette énigme de la conscience que nul ne sait résoudre.
Et nous avons enfin compris que, simulé ou non, ce que tu vis garde toute sa valeur, et que tu habites de toute façon de reconstruction, celle que ton propre esprit fabrique. Alors, vivons-nous dans une simulation? La seule réponse honnête, celle que la science et la philosophie peuvent donner aujourd'hui, est limpide. Nous ne le savons pas, et il se pourrait bien que nous ne puissions jamais le savoir. Ce n'est pas un échec. C'est une frontière, et reconnaître une frontière est l'acte le plus mûr de la connaissance. Il y a des questions que l'on peut poser sans pouvoir y répondre, et qui valent malgré tout d'être posées, parce qu'elles élargissent l'esprit et l'empêchent de se croire le centre de tout. L'hypothèse de la simulation est de celle-là. Elle ne nous donne pas une réponse sur le monde. Elle nous donne une mesure de notre ignorance, et c'est un présent plus précieux qu'une fausse certitude. Laisse-moi, pour finir, refermer la grande boucle et te ramener de ce vertige vers le calme de cette nuit. Tu avais commencé cette histoire devant une menace. Peut-être n'es-tu qu'un calcul. Tu la termines devant une évidence retrouvée. Quoi qu'il en soit du substrat ultime, ce que tu éprouves en ce moment est réel pour toi, et c'est cela, et cela seul, qui fait ta vie. Le poids de ton corps contre ce qui le porte. La chaleur de l'air autour de toi. Le va-et-vient tranquille de ton souffle. Ces choses-là, simulées ou non, sont les seules que tu connaîtras jamais, et elles te suffisent. Songe à l'étrangeté merveilleuse de ta condition. Tu es une portion d'univers qui s'est repliée sur elle-même au point de pouvoir se demander si elle est réelle. Que tu sois fait d'atomes nés au cœur des étoiles, ou de nombres tracés par une intelligence inconnue, le miracle reste entier. Quelque chose, en toi, est capable de poser la question. Cette capacité d'interroger sa propre existence, de douter, de chercher, est peut-être la chose la plus précieuse qui soit, et nul argument, si vertigineux soit-il, ne peut te l'ôter. Tu es ce point du cosmos qui réfléchit sur le cosmos, et il n'y a, dans cette pensée, aucune menace, seulement une immense et tranquille merveille. Laisse cette merveille se répandre en toi, partie après partie, à mesure que la nuit t'enveloppe. Tes pieds, posés là, qui se relâchent et n'ont plus rien à porter. Tes jambes, lourdes et calmes, qui s'enfoncent dans le repos. Ton dos, qui trouve son appui et s'abandonne. Tes épaules, qui s'abaissent et se délient. Ta nuque, ton front, qui se lisse comme une eau qui s'apaise. Il n'y a plus rien à élucider cette nuit, plus rien à prouver, plus rien à craindre. La grande question peut demeurer ouverte au-dessus de toi, paisible comme un ciel d'été, sans que tu aies à la trancher pour trouver le sommeil. Ton souffle entre, calme, et descend dans ta poitrine. Ton souffle s'en va, et emporte avec lui un peu de ta fatigue. Tu n'as pas à diriger ce mouvement, il se fait seul, fidèle, comme tout ce qui, dans ton corps, travaille sans que tu penses. L'air entre, l'air ressort, à son rythme apaisé, et chaque souffle te dépose un peu plus avant dans le repos. Tu es une petite conscience vivante, éveillée pour un temps dans l'immensité, et capable, fût-ce le temps d'une question, de regarder en face le mystère de sa propre existence. Et tu te souviens, en glissant vers le sommeil, de cette chose douce et vraie. Que le réel, pour toi, c'est ce que tu vis, et non ce sur quoi cela repose. Que le doute, aussi profond soit-il, ne t'enlève rien de ce qui compte. Que tu peux poser toutes les questions du monde sans cesser, pour autant, d'habiter ta vie tout entière. Le monde, simulé ou non, t'a fait une place, à cet instant précis, sous le grand ciel des choses, et cette place est la tienne, tout entière, sans reste. Tes pensées, à présent, ne sont plus que des fragments épars. La caverne et ses ombres dansantes. Les trois portes du trilemme, entr'ouvertes dans la pénombre. Le pixel imaginé de l'univers, la grille que nul n'a trouvée. Et cette conscience, la tienne, petite lumière qui veille encore un instant avant de s'éteindre dans le sommeil. Tu ne cherches pas à retenir ces images. Tu les laisses se défaire, l'une après l'autre, comme des lignes de calcul qui s'effacent à mesure que la machine se met au repos. Ton corps s'enfonce un peu plus dans la couche, plus lourd, plus abandonné. Tu ne ressens presque plus la limite entre toi et la chaleur qui t'entoure. Tes mains se sont ouvertes d'elles-mêmes, tes doigts détendus, ton visage lissé de toute préoccupation. Il n'y a plus, en toi, la moindre question qui demande à être résolue cette nuit. Tout s'est relâché, tout s'est déposé, tout s'est rendu au repos, comme un grand calcul qui, son œuvre accomplie, s'arrête enfin et se tait. Au-dessus de toi,
Par-delà le toit et les nuages, le monde poursuit son cours, réel ou rêvé, peu importe désormais. Les étoiles y brillent comme elles brillent depuis toujours, et chacune pose, à sa manière, la même vieille question sur la nature des choses. Tu reposes sous cette grande énigme tranquille, accordée à son silence, une petite vie chaude et consciente, libre enfin de ne plus chercher à comprendre. Tu peux dormir en paix. La question veillera pour toi, ouverte et douce, jusqu'au matin. Et maintenant, tu peux dormir. Bonne nuit.